Sud Radio, l'invité politique, Patrick Roger. Il est 8h17, l'invité politique. Ce matin, mon invité, c'est Jérôme Ketch, député PS de l'Essonne et candidat à la présidentielle. Bonjour Jérôme Ketch. Bonjour. Bah oui, monsieur le candidat à la présidentielle. On va aborder donc votre candidature. Baroque. C'est vous-même qui l'a qualifié et certains en fait non, j'ai qualifié de baroque la primaire qui était envisagée. Mais après que d'autres qui ont détourné. Bon, on va y revenir. L'absence peut-être aussi à cette présidentielle de Marine Le Pen, on va l'évoquer dans un instant. La nomination de votre ancienne adversaire Amélie de Montchalin, les suites Epstein, voilà, c'est quelques questions que l'on va aborder, puis peut-être d'autres. Donc, candidat à la présidentielle, il y a bien des étapes avant cela encore. L'une des énigmes, je le disais ce matin, c'est la présence ou non aussi de Marine Le Pen. Est-ce que vous jugeriez comme une anomalie démocratique qu'elle soit absente de l'élection ? Moi, je juge jamais comme une anomalie démocratique que l'état de droit se déroule. Et donc, il y a une procédure judiciaire, il y a des juges, il y a des recours, il y a de l'appel. Donc, si on commence à introduire dans le débat politique le fait que le déroulement naturel d'une procédure judiciaire soit une anomalie démocratique, alors on fragilise ce à quoi on se bat quand on fait de la politique, à savoir l'état de droit. Donc, Duralex, sed lex, et nous verrons donc désormais le 7 juillet dans quelle situation le Rassemblement national se présentera à l'élection présidentielle. Parce que la réquisition est assez forte avec 5 ans d'inéligibilité. Si elle n'avait que 2 ans, elle pourrait être candidate, quoi. Hein. Oui, mais la réquisition est à 5 ans, elle a déjà été condamnée à l'éligibilité. Est-ce qu'elle est sévère, selon vous, cette réquisition ? Écoutez, je suis pas pénaliste, je suis pas juriste. Attendez, vous n'êtes pas perdreau de l'année, vous faites de la politique, vous avez l'habitude de cela, vous avez vu aussi la justice. Encore une fois, voilà, si on rentre dans cette seule logique, alors on fragilise tout l'édifice sur lequel, de manière parfois fragile, continue à fonctionner notre démocratie. Il y a plein d'éléments qui peuvent le fragiliser. On parlera tout à l'heure de la nomination d'Amélie de Montchalin à la Cour des comptes. Soyons précautionneux sur les choses qui tiennent à peu près le pays. Donc, mais vous savez aussi qu'en même temps, puisque vous faites de la politique, que sur le terrain, parfois on dit, et certains électeurs du Rassemblement national disent, oui, on nous prive de notre candidate, quoi. Oui, mais ce faisant, on oublie la raison. On oublie le fait générateur, comme on dit en droit, un détournement massif de fonds publics, en l'occurrence de fonds européens, dévoyés de leur fonction initiale pour financer un parti politique. Oui, oui. Alors c'était une pratique plus courante, d'ailleurs à l'époque d'autres partis. L'instruction et le premier procès ont établi que c'était un effet de système. Donc, pour un parti qui souvent met en avant la chasse au comportement non vertueux et la recherche de l'exemplarité, pardon, mais c'est l'arroseur arrosé. Bon, voilà. Alors Jérôme Ketch, donc vous avez annoncé à la surprise générale votre candidature à la présidentielle, sans passer, ce qui est important, sans passer par la case primaire. D'où en tous les cas par la primaire baroque. Oui, non, mais pourquoi j'ai annoncé cette candidature et pourquoi je le réitère et pourquoi je persiste à penser que dans une élection présidentielle et d'ailleurs dans un engagement politique, faut être fidèle à ses convictions. Voilà. Moi, je veux porter une voix qui à gauche existe dans le pays, mais n'est pas très entendue actuellement. C'est ce que j'appelle. C'est la gauche républicaine. C'est la gauche universaliste. C'est la gauche laïque. C'est l'idée selon laquelle on peut être à gauche, vouloir transformer la société, s'attaquer aux inégalités, mieux organiser le partage, et ne pas transiger avec les questions républicaines, avec les questions régaliennes, avec les questions de sécurité, avec les questions de défense, avec les questions de laïcité, avec les questions de refus de la brutalisation du débat politique. Cette gauche-là, elle n'est pas assez entendue. Elle est, phagocytée. Olivier Faure, le PS, tout ça, c'est pas cette gauche républicaine ? Ce qui a justifié le moment auquel j'ai annoncé ma candidature, c'est que à ce moment-là, mais je vais répondre avec est-ce que évidemment Glucksmann, Olivier Faure, ce n'est pas de la gauche républicaine? Alors, à ma connaissance, Raphaël Glucksmann n'a pas annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, et je l'ai fait à un moment où le Parti socialiste, ou d'ailleurs, je corrige, Olivier Faure, sans mandat du Parti socialiste, puisque le PS ne s'est pas prononcé sur cette stratégie, est allé
à Tours, c'était le 24 janvier, pour dire c'est très intéressant, une primaire écologiste, en gros, avec peut-être des socialistes, puisqu'il y a Clémentine Autain, François Ruffin, Marine Tondelier, qui sont des gens qui portent une ligne politique parfaitement respectable, qui est celle de l'écologie, et qui serait élargie au reste de la gauche. Pour moi, ça ne fait pas la gagne. J'ai pas envie de parler de tambouille, mais quand même, il faut se dire que quand on est candidat à l'élection présidentielle et qu'on envisage ce défi-là, on fait pas ça pour témoigner. Moi, l'objectif n'est pas de délimiter un périmètre de la gauche. L'objectif est de voir est-ce que de ce périmètre-là peut être issu un candidat qui se hisse au deuxième tour et qui est capable, parce que c'est ça l'important, de recueillir des voix de gens qui ne viennent pas de son camp. Et voilà, je le dis, il y a des ambiguïtés. La politique, vous savez, c'est trois choses. Ça commence par des valeurs. Et moi, je l'assume, j'ai une rupture indépassable avec la direction de la France Insoumise et avec Jean-Luc Mélenchon. Parce que sur des questions de valeurs, sur le rapport à la République, à la laïcité, à la lutte contre l'antisémitisme, il y a des lignes rouges qui ont été franchies et qui font que on ne peut pas s'acoquiner et entretenir la possibilité de faire quelque chose avec eux. Deuxième élément, deuxième élément essentiel, c'est d'avoir une orientation politique. Moi, c'est la République qui protège. C'est l'idée selon laquelle il y a des situations d'inquiétude de nos concitoyens qui demandent de la protection. La protection sociale, la protection économique, et évidemment, face au sujet de l'insécurité ou des inquiétudes internationales, une fermeté sur ces questions régaliennes. Et puis la troisième chose, qui a aussi son importance dans la période, c'est l'idée qu'on peut pas avoir raison tout seul. Moi, je revendique la culture du compromis. Des convictions fortes, mais la possibilité, parce que la politique, c'est ça, d'être dans la dispute apaisée. Centre, avec la droite, etc. En tous les cas, c'est l'idée que celui qui sera ou celle qui sera élu en 2027, je suis convaincu qu'il n'aura pas de majorité absolue, parce que la tripartition de la vie politique, telle qu'on la connaît, elle va perdurer. Et qu'à ce moment-là, il faut être en capacité de discuter avec des gens, ce qu'on a improvisé de manière peut-être un peu foutraque à l'occasion du vote du budget là. Voilà. Moi, je suis pas devenu macroniste. Je suis pas une béquille de ce gouvernement. Simplement, j'ai pris mes responsabilités en discutant. On l'a fait. On a convaincu le Parti socialiste de participer à cet exercice. Bon, donc vous dites une gauche républicaine et entre les lignes, vous accusez certains, donc au PS, de ne pas être suffisamment républicain parce qu'il n'y a pas de digue avec LFI. C'est un peu ça. Il faudrait une digue avec LFI de la part de la gauche. Moi, je l'ai expérimenté dans ma chair, si j'ose dire, en juillet 2024, quand le nouveau Front populaire, après la dissolution, a été créé. J'ai refusé d'être candidat dans ce cadre-là. J'ai refusé d'avoir le soutien de la France Insoumise parce que, vous savez, à un moment, faut savoir être cohérent avec soi-même. Quand on a une rupture sur des principes, quand on a des désaccords qui préexistaient à gauche, on peut débattre d'un niveau de TVA, d'un niveau de financement pour l'école, ce qu'on veut. Mais sur les valeurs, on peut pas transiger. On peut pas s'accommoder. On peut pas regarder ailleurs quand on a des désaccords de principe. Sur le fond, finalement, on dit que LFI s'occupe beaucoup plus de quartiers populaires que le PS. S'occupe en fait des gens qui sont dans la difficulté, etc. Vous ne le croyez pas, ça ? Mais moi, je pense qu'il ne faut pas s'en occuper en s'adressant, en segmentant la société. C'est ce qu'ils font. Il faut pas. Vous savez, il y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Moi, là, je ne sais pas ce que c'est des quartiers populaires. Il y a des gens qui vivent des situations de salariat, de précarité pour certains d'entre eux. Battons-nous sur la question du pouvoir d'achat. Battons-nous sur la question des services publics qui parfois sont absents de ces quartiers, mais aussi de zones rurales ou de zones périurbaines. C'est ça les attentes de nos concitoyens. Partons de leurs besoins. Partons de leur sentiment de relégation. Organisons le partage dans la société. Le partage des richesses, c'est la justice fiscale. Le partage des savoirs, c'est le projet éducatif qui doit être au cœur de tout projet de gauche. Et c'est le partage des pouvoirs avec moins de verticalité. Encore un mot, Jean Mguetch, à propos de ça. Est-ce que, en fait, votre opposition à LFI vient aussi d'un antisémitisme que vous avez dénoncé à quelques reprises? Évidemment, quand je vous parle. Toujours, hier, par exemple, Rima Hassan n'a pas manqué de souligner que Fabrice Edan était franco-israélien. Est-ce que vous pensez que c'était une remarque comme ça au passage ou que c'était une volonté délibérée? Il y a une forme d'obsession permanente à ramener à une essentialisation du débat politique, de regarder d'où viennent les gens, d'où ils parlent, pour soit les stigmatiser, soit essayer de les séduire. Moi, voilà, je suis un républicain conséquent. Je m'adresse qu'à des citoyens libres et émancipés, indépendamment de leur origine, indépendamment de leur foi. Je suis attaché à la laïcité, je suis attaché à ce qu'on
appelle l'universalisme républicain. Et je n'aime pas que dans la société française, eh bien, dans ce qui serait une nouvelle France, sous-entendu la France actuelle serait problématique. Voilà, la France, elle a un passé, elle a un présent, elle a une histoire, un futur. C'est une continuité, et l'idée de tourner une page comme ça, sous-entendu que la précédente serait problématique, ça me pose difficulté. Bon, vous avez des troupes derrière vous ou pas, au fait? Moi, j'ai cette ligne politique-là, et il y a plein de gens qui s'y rejoignent. Moi, je défends des idées. Plein de gens, d'accord, mais c'est qui? Il y a des leaders, il y a d'autres personnes avec vous? Vous savez, moi, je souhaite que... Je veux pas être un candidat hors sol. J'ai envie de travailler avec Raphaël Glucksmann, vous l'avez mentionné tout à l'heure, avec des gens issus du Parti Socialiste, avec des gens de l'écologie républicaine, avec des gens du Parti Radical de Gauche, et avec des citoyens, des intellectuels, des acteurs associatifs, des chefs d'entreprise, des gens qui sont engagés. Vous avez déjà des soutiens. En tous les cas, je le vois depuis. Mais non, parce que c'est pas. Moi, je fais pas une écurie présidentielle. Voilà. Amélie Montchalin, elle n'est pas dans votre camp. Elle n'est pas dans mes soutiens. Non, elle n'est pas dans vos soutiens. Vous l'avez battue, on se souvient, lors des législatives. En 2022, oui. C'est ça. Il y a une polémique sur sa nomination. Quelle est votre réaction? Polémique parce que il y a un conflit d'intérêts. Elle a été au budget, elle va à la Cour des comptes. Il y a cette nomination. Elle est très jeune. Souvent, on met des gens très expérimentés. Qu'en pensez-vous? Évidemment, il y a quelque chose qui dérange. Je parle évidemment pas de la compétence d'Amélie Montchalin en matière de finances publiques. Elle a été une interlocutrice de grande qualité, et y compris avec laquelle on a pu négocier, obtenir des avancées pour les Français. Je pense à la prime d'activité ou au débat qu'on a eu sur la suspension de la réforme des retraites. Non, ce qui est gênant, c'est que c'est une première de passer directement du poste de ministre en charge des comptes publics à celui de premier président de la Cour des comptes, dont une des missions est de juger de ses comptes a posteriori et des politiques publiques qui ont été menées. Et donc, il y a un côté, en effet, un peu jugé parti. C'est incompatible, quoi. C'est gênant. Alors j'entends qu'il y a de la collégialité à la Cour des comptes, mais ce que je vous disais tout à l'heure sur la démocratie, sur le rapport à la justice, c'est la même chose. C'est un des éléments élément de confiance que l'existence de la Cour des comptes, qui en général vient titiller les gouvernements en place. Et donc, en permanence, on se posera la question de savoir est-ce qu'elle est capable d'avoir l'objectivité, l'impartialité, d'avoir un regard critique sur ce qu'elle-même a conduit et mené dans les mois et les années précédentes. Et puis un autre élément dont on a un petit peu moins parlé, c'est que c'est un poste inamovible. Donc théoriquement, elle est nommée jusqu'à l'âge limite, qui est de 68 ans à la Cour des comptes. Donc elle est nommée pour 28 ans. Donc personne n'imagine qu'elle va. Personne n'imagine qu'elle va rester 28 ans à la Cour des comptes. Ça pose problème. Et donc on ne sait pas à quel moment elle partira, dans quelles conditions, pour faire quoi. Et là aussi, d'habitude, à la Cour des comptes, c'est des gens avec un profil respectable, nommé en fin de carrière, dont on sait qu'après, ils ne vont pas revenir dans le jeu politique. Vous dites ça pose problème. Mais c'est fait maintenant, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est fait. Et donc, elle va avoir à tordre le cou et à démentir les inquiétudes qui se font jour légitimement. Le scandale Epstein, encore quelques questions. Est-ce que vous regrettez que Yael Braun-Pivet se soit opposée à la création d'une commission d'enquête sur le sujet? J'en ai parlé hier avec Yael Braun-Pivet et je comprends son point de vue. Parce que une commission d'enquête, vous savez concrètement qu'est-ce que ça veut dire? C'est des administrateurs de l'Assemblée nationale. Parlementaires. Et donc il y a des parlementaires qui auditionnent des personnes et elle a quelques moyens de l'Assemblée nationale avec des administrateurs qui sont mis à disposition pour préparer les auditions, etc. Est-ce que vous pensez sérieusement que, vu le caractère tentaculaire gigantesque de ces éléments-là, ce lieu-là sera capable de rassurer l'ensemble de nos concitoyens qui, légitimement, là aussi, ont envie d'une seule chose, qu'il n'y ait pas d'omerta, qu'il n'y ait pas de trucs qui soient planqués. Donc, voilà. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut qu'on torde le cou là aussi à toutes la petite musique complotiste qui donnerait l'impression de dire si on fait pas la pleine vérité, combien de Français sont concernés, combien de hauts fonctionnaires, combien de politiques, combien de gens du monde de la culture, et de quelle nature ont-ils été concernés? Est-ce que c'était juste des relations d'affaires, des relations financières qui sont déjà gênantes parce que ça veut dire que on est fasciné par le fric, on est fasciné par le pouvoir, les avions, les bagnoles qui sont mises à disposition. Donc déjà ça c'est problématique. Et puis évidemment ceux qui ont été impliqués dans les affaires pédocriminelles. Et là
médias qui ne peuvent recueillir que notre dégoût. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a besoin de cette transparence, mais je ne suis pas convaincu que l'outil commission d'enquête parlementaire soit le bon pour le faire. Mais c'est vrai qu'il y a un trou dans la raquette parce que il y a des procédures judiciaires en France, il y a des sanctions administratives, mais il faut que tout ça soit coordonné dans un endroit. Jérôme Gadji, il nous reste une minute. Le droit de vote des étrangers non européens aux élections locales, est-ce qu'il faut l'autoriser ou pas ? Vous en parlez parce que c'est un texte qui sera peut-être examiné si on a le temps aujourd'hui dans la niche des écologistes. Il y a un principe qui est porté depuis des années, c'est que des personnes qui résident à l'échelle locale doivent pouvoir avoir leur mot à dire. Elles participent au conseil des quartiers, elles sont consultées par les maires. Moi, je suis attaché à ce principe-là. Je suis attaché aussi au fait qu'on facilite les procédures de naturalisation pour les personnes qui sont en France et qui participent à la vie de notre pays. Je regrette que ça n'a pas été fait plus tôt et que ça doit à nouveau un sujet de cristallisation. Mais sur le principe, évidemment que je suis favorable à ce que, ça se fait dans d'autres pays, des gens puissent donner leur avis sur la gestion de la commune dans laquelle ils participent, dans les associations, dans les conseils de quartier, dans les amicales de locataires. Enfin voilà, c'est le vivre ensemble du quotidien. Deux dernières questions rapides. Gisèle Pelicot s'exprime. C'est bien justement qu'elle puisse s'exprimer et puis notamment alerter sur les ravages de la soumission chimique. C'est vertigineux, j'entendais plusieurs de ces témoignages. Cette femme d'abord est admirable et évidemment que c'est utile. C'est une libération de parole sur à la fois la soumission chimique, à la fois cette espèce de toute puissance et domination masculine, y compris à l'intérieur de l'intime du couple. Mais la manière dont elle le fait, la dignité avec laquelle elle le fait, la manière dont elle parle, je l'entendais hier, elle évoquait Monsieur Pelicot, son mari. Non mais c'est très utile, vous dites. Évidemment, c'est indispensable comme toute libération de parole, que ce soit des enfants, des femmes victimes de violences. On va terminer par ça. Est-ce que vous avez fait preuve d'utilité justement? Vous avez été l'homme qui a posé la question à Sonia Mabrouk, sur Morandini, et entraîné son départ de CNews, de Sonia Mabrouk aussi, puis des secousses à l'intérieur, évidemment. Vous ne regrettez pas d'avoir posé justement cette question? Mais je ne regrette jamais, je le fais à votre micro, de parler avec la franchise que j'essaye d'incarner et de porter. Voilà. J'ai cette liberté-là, je la fais dans mon engagement politique et je la fais aussi quand je suis confronté à une situation qui interpelle. Moi, je suis pas dans oulala, soyons sages, etc. J'étais sur ce plateau face à Sonia Mabrouk. C'est une bonne intervieweuse. C'est pour ça que j'allais sur son plateau, mais je ne pouvais pas ne pas l'interpeller sur ce conflit de principes. Vous en a reparlé par la suite après ou non? Juste en sortant du plateau. Et qu'est-ce que vous avez dit, où elle m'a dit, je m'attendais à ce que quelqu'un me pose cette question-là. Vous avez d'une certaine manière, je pense que j'ai bien fait, parce que quand on voit les faits, et je pense que vous savez, encore une fois, toute décision individuelle a des répercussions collectives. Ce que je fais là en étant candidat à l'élection présidentielle, c'est aussi pour faire turbuler le système, de la même manière qu'en interpellant Sonia Mabrouk, eh bien, il y a eu sa position à elle, son départ que j'ai jugé élégant et courageux, et puis à la fin, ce qui était assez inéluctable, le départ de Jean-Marc Morandini, parce que à la fin, ce qui triomphe, c'est des principes, des valeurs et le plus souvent la vérité. Merci Jérôme Gadji, donc candidat à la présidentielle. On va suivre ça et on suivra aussi vos troupes et des noms éventuellement, bien sûr. Allez, dans un instant, vos réactions 0826 300 300. Ce qui vient d'être dit, notamment aussi sur Marine Le Pen, le droit de vote aussi des étrangers non ressortissants européens.